Information en temps réel. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci de continuer à nous faire confiance en vous connectant à cette page qui vous informe en temps réel de l'affaire qui oppose Papa Amos et Papa Alain Olangui ici à Bruxelles. Nous avons dit depuis les débuts, pour ceux qui nous suivent, nous continuons de faire le récapitulatif de faits tels qui se sont produits ici à Bruxelles. Pour une meilleure compréhension de l'histoire, je vous invite à aller regarder nos vidéos précédentes. Actuellement, nous racontons encore les anciens faits, qui sont aussi très importants de vous le faire savoir, car cela fait aussi partie de cette histoire, puisque tout ce qui est arrivé par la suite résulte de ce qui s'était passé en amont. Peut-être que si les choses ne s'étaient pas passées de la sorte, le résultat aurait été différent. Mais au fur et à mesure que nous progressons, cela vous permettra d'avoir une meilleure vision de choses et de mieux comprendre où nous en sommes actuellement et de comprendre ce qui va se passer par la suite. Car, croyez-moi, que cette affaire n'est pas encore à son terme. Ne soyez donc pas pressés, nous avançons petit à petit et nous arriverons bientôt sur le déroulement de ce qui s'était passé pendant le tribunal du juge en référé. Loin de nous l'idée de mentir ni de nuire à qui que ce soit, mais nous amenons par la grâce de Dieu des explications vraies, mieux des éclaircissements clairs. Vous allez remarquer tout au long de nos explications, nous aurons nos appellations propres à nous telles que Papa Amos Tata, Papa Alain Président, Papa Ephraim Juriste, le faiseur de troubles, y compris les juristes, les Atalakou. La fois dernière, nous nous étions arrêtés à la vidéo et comme je l'avais surnommé, ce fameux dimanche. Nous entrons maintenant vraiment dans la phase où je dirais mieux aux actions qui sont les conséquences de tout le désagrément qu'ils ont commis, mais surtout plus par le juriste. Voici encore la vidéo de ce dimanche-là et par la suite, nous allons continuer. C'est pas fini, on viendra le dimanche prochain. Maman, il ne faut pas venir faire des troubles, ça sert à rien. Non, 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 ça sert à rien. Là, vous venez faire des troubles pour rien. Non, 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 vous venez faire des troubles pour rien. Non, vous êtes des mamans, il faut vous respecter. 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 Restez chez vous, adorez chez vous, venez pas mettre des troubles ici. Vous êtes des mamans, respectez-vous. Respectez-vous, vous êtes des mamans, respectez-vous. Direction Paris, direction Paris. Lélo adoration à Paris, toqué. Je sais, moi aussi j'habite comme Pas Malika Yohan. Kama na makambo no selekio le président
Voilà, nous venons de suivre la vidéo. Alors, continuons. Que s'était-il passé ces jours-là, donc ce dimanche-là? Nous sommes le dimanche 22 octobre 2023, un jour historique, un jour sombre dans l'histoire du ministère chrétien du combat spirituel siège de Bruxelles, un jour d'humiliation, un jour où les enfants de Dieu qui avaient conspiré en cachette pendant un moment se sont décidés d'agir. Un jour où ceux qui s'appelaient enfants de Dieu ont agi plus que le païen. Un jour où ceux qui autrefois nous pensons qu'ils étaient ce que nous croyons, mais nous avons vu les faces cachées. Un jour où nous avons cru qu'en devenant enfants de Dieu, il n'y avait plus question des tribus, mais une certaine tribu a fait montrer que le ministère était pour une tribu spécifique. La journée commence, il est plus ou moins midi 15, midi 20, midi 25, midi 30, alors que l'adoration est censée commencer à 14 heures. Sur place, il y a la présence de membres de la sécurité de la Cité de Merveille. Ils sont à l'entrée de la parcelle et font leur travail. Et voilà, parmi les premiers arrivés, nous voyons le juriste qui se présente accompagné de mêmes agents de la sécurité de l'autre fois qui étaient venus avec la huissière lorsqu'il s'agissait de changer les serrures et tout. Alors, peut-on se poser la question de savoir pourquoi venir à l'adoration avec les agents de la sécurité? C'était quoi l'intention? Nous passons. Entre-temps, c'est le même scénario comme la fois passée, sont cachés par-ci par-là aux alentours de la Cité de Merveille, les voitures du président et de tous les autres, qui sont déjà sur place et qui attendent le go du juriste pour qu'ils entrent. Là, je vous donne tous les petits détails pour qu'ensemble, à la fin, que chacun de nous soit en mesure de conclure avec moi. Travaillons ensemble en likant, en commentant et en partageant. Alors, dans le coffre de la voiture du juriste, nous constatons qu'il y a de baffles et toutes ces choses liées à la sono. Posons-nous encore la question de savoir pourquoi venir à la salle d'adoration où il est censé avoir tous les appareils de la sono et lui ramène le sien dans sa voiture. Une autre question à répondre. Nous passons. Alors directement, l'accès à l'intérieur de la parcelle de la Cité de Merveille lui est refusé par la sécurité de la Cité de Merveille. Pourquoi? Dans l'épisode dernier, je venais de vous lire le courrier de mesure interne que Tata lui avait envoyé et dont la copie avait été réservée à la police, qui ne lui donnait plus droit d'accéder au bâtiment. Alors, lorsqu'on lui empêche d'entrer avec sa suite, donc avec la sécurité qui l'accompagnait, entre-temps, les fidèles commençaient à venir petit à petit. Le juriste, voyant que les choses traînaient, il va alors appeler la police. Il appelle la police en premier, contrairement à ce qui avait été annoncé sur Canal CVV, que c'était Tata qui avait appelé la police pour empêcher le bien-aimé d'adorer à Bruxelles. Or, le but pour lequel le juriste était allé demander l'accompagnement de la police auprès de l'échevin était au cas où il y aurait débordement, mais pas au cas où on lui empêcherait l'accès au bâtiment, puisqu'il était bien conscient qu'il n'avait plus accès à la salle. Et je ne sais pas si le président le savait, car il faut bien comprendre la nuance. Donc, on est bien d'accord que jusque-là, il n'y a pas encore débordement, puisque tout le monde n'avait pas encore accédé à la salle, hormis les personnes qui arrivent tôt, comme les chantres, les protocoles et toutes ces personnes-là. Et lorsque le premier groupe de la police arrive, ils ont trouvé du monde à l'extérieur, le juriste se précipite devant elle, puisque c'est lui qui les avait appelés, et il s'entretient avec elle, en disant, en ce moment-là, devant la police,
il ne se présente plus comme étant recommandé par Tata, tel qu'il s'était présenté auprès de l'échevin, qui lui avait donné cette autorisation, qui lui avait permis d'appeler la police ce dimanche-là. Mais devant la police, il se présente comme un membre faisant le relais du nouveau comité nommé par le président. Il brandit le document de la Fondation Olengi Kinshasa en disant à la police que la Fondation Bruxelles appartient à la Fondation de RDC, donc de Kinshasa, et que les présidents avaient nommé un nouveau bureau, et là, ils sont venus adorer, et que Tata, l'ancien bureau, ne veut pas qu'ils entrent. Donc, si vous me suivez attentivement, vous voyez la malice avec laquelle le juriste fonctionne en tout temps. Et c'est comme ça, avec de tels mensonges, qu'il a embarqué le président. Alors, revenons à notre histoire. La police lui demande c'est qui les responsables. On appelle Tata. Lui aussi, à son tour, s'entretient avec elle, donc avec la police, et s'explique aussi à sa manière. Mais là, bien aimé, en ce moment précis, va se poser un sérieux problème, voire même un dilemme. La police qui était sur place ne comprenait absolument rien du tout, parce que la police avait simplement répondu à l'appel de secours. Elle n'avait pas la connaissance du dossier, d'autant plus que c'était un dimanche, un jour férié, difficile d'atteindre facilement les centrales. En plus de cela, la police qui était arrivée n'était pas la police de la même commune que celle de la salle de la Cité de Merveille. Pour ceux qui habitent Bruxelles, c'était la police de la gare du Midi, qui fait partie de la commune de Mid-Bruxelles, alors que la salle est dans la commune d'Anderlecht. Cette patrouille avait ramené en tout cas plusieurs voitures de la police. Alors, devant cette police, on lui présente deux autorisations, celle de Tata et celle du juriste. Les deux ont été attribuées par la commune. Elles sont toutes les deux légales. Elles ont été rédigées toutes les deux pour le même jour et pour le même culte. Je dirais même plus, pour une même adresse. Le policier n'en revenait pas. De l'autre côté, Tata dit, mais moi j'ai été à la commune voir le bourgmestre pour lui expliquer le contexte de la descente annoncée par les présidents et tous les désagréments que cela pouvait causer. Et le bourgmestre m'a remis l'autorisation pour le déroulement correct d'un culte. Et de l'autre côté, le juriste affirme que lui aussi, la commune lui a donné l'accord d'accéder et de participer au culte avec les bien-aimés qui sont venus d'autres sièges. Une grande confusion s'installe. Pendant plus ou moins une trentaine de minutes, la police cherchait quoi faire, comment résoudre cette affaire. Entre-temps, l'espace commençait à se remplir avec les bien-aimés qui venaient pour l'adoration, que ce soit les locaux, que ce soit les délégations. Alors la police, après quelques coups de fil lancés par-ci par-là, elle va finalement dire à tout le monde qui est à l'extérieur de la parcelle d'avancer pour entrer dans la salle d'adoration. En fait, le juriste savait et avait bien joué son jeu en allant voir l'échevin. Parce qu'en réalité, j'insiste sur le fait qu'il était bien conscient qu'il ne pouvait plus accéder au bâtiment. Mais comme leur objectif était d'accéder à tout prix dans la salle ce dimanche-là et de renverser le bureau de Tata, même s'il fallait pour lui aller s'expliquer après à la commune, il le ferait. Mais au moins qu'ils aient déjà le contrôle de la salle ce dimanche-là.
puisqu'il ne pouvait plus faire marche en arrière. L'invitation était déjà lancée à tout le siège. Le président est aussi venu pour ça. Il ne va pas rester éternellement sur Bruxelles. Donc, l'occasion s'est présentée. Alors, il faut agir. Même s'il faut contourner la loi, il faut le faire. Ils avaient envisagé le fait que ce serait un dimanche, donc il serait compliqué, voire même difficile, d'avoir directement le bourgmestre et le chevin au téléphone, car la commune serait fermée. Et ils s'étaient arrangés à leur manière avec leur stratégie de mouvement de masse que représentaient les délégations, puisqu'ils étaient sûrs que la présence de délégations serait la clé pour eux, pour leur permettre d'entrer dans la salle d'adoration. Un véritable laissez-passer, un moyen irréfutable qui allait impressionner Tata et qui lui mettrait face contre mur pour qu'il soit gêné et obligé de leur laisser entrer. Or, Tata, dès qu'il avait eu connaissance de cette descente, il avait, comme je vous l'avais dit, répliqué à cette annonce où il s'opposait à l'invitation lancée par le président qui demandait aux délégations de venir tous sans exception à Bruxelles. Et lorsqu'il s'était rendu à la commune, il avait montré toutes les vidéos au bourgmestre, que ce soit celle de l'invitation du président, que ce soit celle de son refus annoncé par la FOW Bruxelles, qui s'opposait à cette descente de recevoir tout le bien-aimé. Non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais suite à toutes les raisons que j'avais spécifiées dans l'épisode précédent, et par-dessus tout, suite au message intercepté qui démontrait clair et net qu'il y aurait la présence de mauvaises personnes ces dimanches-là, munis de cutters. Puisque, imaginons un peu que nous soyons tous entrés dans la salle, au moment où les présidents allaient prendre la parole pour destituer Tata, il y aurait eu automatiquement de résistance dans la salle, puisque tout le monde n'allait pas accepter cette situation, et cela pouvait amener jusqu'à des confrontations entre les bien-aimés, et nous ne savons pas ce qu'allaient faire ceux qui avaient des cutters. C'était surtout pour le désagrément et les mauvaises surprises, voire des surprises négatives, que Tata, comme un père responsable, ne pouvait pas permettre que de telles choses n'arrivent. Et on ne sait pas réellement ce qui pouvait arriver, c'est ainsi que Tata avait évité tout ça. Les délégations qui étaient venues ne savaient pas qu'elles étaient en réalité comme un laissez-passer. Elles-mêmes ignoraient et continuent à ignorer cette situation, ou soit ils ignorent la vraie réalité ou la raison de leur présence ce jour-là. Et jusqu'à présent, elles ne sont pas au courant de tous les dégâts que les juristes avaient commis en amont, qui avaient fait en sorte que l'on puisse penser à eux, ou qu'on puisse mettre en place cette stratégie qui était comme un moyen d'accès à la salle. Puisque jusqu'en ce jour, la FOW Bruxelles, qui est devenue en ce jour le CMTV, n'a pas encore mis à nu tout ce que je vous relate dans cette page. Car il n'y a jamais eu aucune déclaration qui va dans ce sens. Donc c'est normal que vous n'étiez que soumis aux informations que relayait le canal CVV. Ces infos qui étaient accompagnées de beaucoup de mensonges dans les jours à venir, lorsque le CMTV va se décider de parler, alors ce jour-là, vous allez bien comprendre les choses que parfois moi-même je me réserve de le dire, car le temps n'est pas encore arrivé. Donc, je disais que la FOW Bruxelles en ce temps-là ne révélait pas les infos, puisque Tata au début pensait peut-être que c'était à cause de l'envoûtement qui faisait que le juriste agissait ainsi, puisque c'était quand même son fils. Il croyait encore au plus profond de lui, peut-être que ce sont des réclamations ou des choses de ce genre, et que le juriste reviendrait à la raison. Mais ce que Tata ignorait, que ce n'était plus le fils qu'il avait connu
plutôt une autre personne qui avait décidé d'amener les choses à un autre niveau. Donc, je disais, comme tout le monde, les délégations aussi n'avaient pas été réellement éclairées sur la situation. La plupart étaient venus célébrer leur Dieu comme d'habitude. Lorsqu'il y a un événement organisé dans un autre siège, si tu peux t'y rendre, tu y vas. Mais il y avait certains parmi elles, donc les délégations qui étaient un peu coachées par leur chef de mission, puisque le chef de mission était informé qu'il y aurait une action qui sera faite, celle de destituer Tata, tout simplement. Puisqu'il y avait déjà des différents soupçons contre Tata pour certains. Ils avaient propagé que Tata serait devenu pasteur, qui n'est plus dans la vision, et que l'on viendrait leur donner au rang de pasteur ce dimanche-là, d'où il fallait venir pour empêcher que la cérémonie soit faite dans la salle. Pour les autres, c'est un voleur. Il a sous son actif beaucoup de biens qu'il aurait acquis avec l'argent du ministère. Donc, il y a eu différentes accusations que chacun avait et donné sa version des choses, de prétextes qu'ils ont utilisés pour salir Tata, à la place de leur dire la procédure qu'ils ont prise pour en arriver là, car ils avaient gardé ça pour eux. En ramenant un peu ma réflexion plus loin, je suis tentée même de dire qu'il serait possible que le juriste n'avait pas communiqué au président les 2 premières fois qu'on avait porté plainte contre lui. Je pense que s'il le faisait, il aurait découragé le président ainsi que les autres, puisqu'au début, il venait tout seul. Et comme il travaillait d'arrache-pied, il ne voulait pas décourager les autres. Le président savait qu'il venait, oui, mais peut-être pas, il était, je dirais, au courant de plaintes de la police. Sinon, il ne lui aurait pas permis que ça soit répétitif, de peur que la police pouvait l'interdire déjà à l'avance l'accès au bâtiment, et que cela pouvait éventuellement gâcher la continuité de leur plan, parce qu'il faut dire que de leur côté, il n'y a pas un courageux comme lui, qui peut prendre de risques comme il a pris. C'est ainsi que les juristes étaient capables de tout faire, parce qu'ils avaient tellement placé leur confiance en lui, et en plus de cela, le juriste leur avait promis, avec ses propres mots, qu'il leur rendrait la clé de la salle et mettra Tata dehors. Donc, je pense que le président ignorait la vérité sur les premières plaintes, car il aurait peut-être évalué la gravité de mêler les affaires de la salle chaque fois à la descente de la police. Puisqu'à la 3e fois, où il avait accompagné les juristes, la fois où ils étaient venus avec la huissière et tout le reste, bien qu'il était resté dans la voiture en attendant que le juriste fasse ce qu'il avait à faire, mais au moins il l'avait accompagné. Et lorsque la police était venue ce jour-là, encore une fois de plus, elle avait demandé que Tata aille porter plainte, puisqu'ils étaient venus commettre un acte illégal qui normalement demandait l'autorisation soit de la police, soit d'un tribunal. Malheureusement, ils s'étaient pris en charge eux-mêmes. C'est ainsi que la police a insisté que la dépollution soit faite. Et arrivé au poste de la police, évidemment, dans le PV, la police posait certaines questions, et parmi les questions posées, elle devait savoir en quelle qualité le juriste agissait, puisque son nom n'est pas repris dans le document de l'ASBL FOW qui conduit Tata. C'est ainsi que Tata va répondre qu'il agit avec l'autorisation ou la permission du président, puisque le juriste avait présenté ce jour-là les documents de Kinshasa où la police avait dit qu'ils devaient être homologués et validés par un jugement. Donc, pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais que je ne suis pas allée trop loin sur
la journée de dimanche. Je suis encore revenue sur la journée où il y avait la huissière et tout et tout. Tout ce que je fais, c'est juste pour que vous compreniez que la suite de toutes choses a une base. Donc, restez connectés, abonnez-vous, likez, commentez et nous allons continuer dans le plus bref délai. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.